Bonjour ou rebonjour à tous pour cet atelier 3 dans la salle Luxor. Contrairement à l'appellation de la salle, nous n'allons pas parler de fret égyptien, mais nous allons parler de tout ce qui est derrière moi et toutes les problématiques que vous voyez derrière. Alors, nous allons nous adapter à la géographie des lieux. Initialement, c'était une table ronde en 2 temps, prise de parole de chacun, puis échange plus interactif entre les intervenants, avec vous, etc. Mais vu la configuration, on ne va pas pouvoir se mettre tous à cette table, donc je vais au fur et à mesure appeler chacun et chacune d'entre vous pour élaborer quelques idées relatives au sujet, au pluriel de cette table ronde, et puis ensuite nous organiserons des échanges. On va improviser un peu comme une sorte d'agora avec vous tous. On a une bonne heure et demie, donc vous pouvez préparer vos questions. On a, je pense, le temps d'échanger sur toutes ces questions. Alors, je vous présente quand même, avant d'appeler successivement les uns et les autres, le casting de cet atelier. Donc, Frédéric Erlichman de Raipool, qui en plus a eu la bonne idée, vous pouvez vous lever, Frédéric, qui en plus a eu la bonne idée d'avoir une annonce ce matin d'un contrat en France avec Régio Rail. Et vous pourrez nous en dire quelques mots tout à l'heure. Bertrand Allais de Socofer, bienvenue aussi à cet atelier. Arnaud de Lumo-Akiem, il est très grand, il n'a peut-être pas besoin même de se lever. Je dis ça parce que moi je suis debout là déjà. Voilà. Thierry Tournier, qui est président du pôle du véhicule du futur, qui par ailleurs travaille à Alstom, mais vous intervenez ici pour le pôle véhicule du futur. Olivier Barat de Voslo, qui est contre le mur, mais il n'y a pas de radiateur, donc il n'y a pas de mauvaise intention. Nicolas Gint de Captrain, voilà, on a à peu près le même sort. Et puis Solène Garcin-Berson, que vous avez vu tout à l'heure en plénière, qui est la déléguée générale de l'AFRA. Voilà pour le casting. Alors, je change un peu d'organisation parce que j'avais l'intention d'avoir des questions un peu transversales, mais là on va s'adapter. Je vais demander à chacun d'entre vous de venir successivement sur scène, et je voudrais commencer avec Olivier Barat de Voslo. Voilà, vous pouvez venir. Donc vous avez vu à l'énoncé des participants qu'il y a une diversité d'origine, hein. Il y a des constructeurs, il y a des loueurs mainteneurs, il y a des industriels, il y a délégué général de l'association des opérateurs alternatifs. On a une diversité. Et là, on va commencer par un constructeur, donc on peut s'asseoir. Sinon, si je reste debout une heure et demie, ça va devenir compliqué. Et Olivier, je voulais vous demander un peu comment vous voyez ce marché, notamment des locomotives, votre propre adaptation à l'évolution des choses. Vous avez devant vous des professionnels qui connaissent bien la situation, donc ils peuvent être intéressés par la façon dont Voslo s'adapte à la nouvelle norme, et surtout envisage, dans la droite ligne du programme qui est derrière nous, s'adapte à cette nécessité de baisser les coûts, et puis de répondre à cette inflation normative réglementaire. Voilà, toutes sortes de questions qui seront l'objet de cette table ronde. Très bien. Merci à Objectif OFP pour l'invitation. Et je suis heureux donc de vous parler de Voslo Rolling Stock. Donc nous sommes, pour introduire le propos, donc nous sommes une société qui fabriquons des locomotives monocabines. Nous sommes présents sur le marché français depuis 2000. Donc on a une certaine expérience de ce marché dans la durée. On développe, on commercialise nos produits à la fois pour des opérateurs de fret, pour des opérateurs, des constructeurs de voies. Nos locomotives font également de la manœuvre naturellement et du secours, le dégagement du réseau quand un train tombe en panne. C'est un marché important pour nous, la France. On est une société, donc on est basé en Allemagne, à Kiel. Et le marché français, c'est le deuxième marché pour nous. Donc on est très intéressés. C'est 350 locomotives aujourd'hui qui roulent en France à peu près.
Et on a une activité également de maintenance avec une filiale Imatec France, mon collègue Nicolas Miranda ici présent, avec Bertrand d'ailleurs, qui en fait partie également. Donc on assure la maintenance d'une partie de ce parc, pas tout, parce que nos clients le font eux-mêmes. Pour revenir aux locomotives elles-mêmes, ce qu'on voit, c'est que le marché change. On a à répondre, on fait évoluer nos locomotives. Aujourd'hui, la locomotive qu'on propose, c'est la DE18. C'est une plateforme qu'on a développée depuis 10 ans. C'est une plateforme qui est homologuée dans plusieurs pays, France, Allemagne, bientôt Belgique, dans quelques jours, on espère, Italie, Luxembourg. C'est une locomotive pour laquelle on a déjà une douzaine d'autorisations de circuler. Donc 10 ans, 12 autorisations, ça fait réfléchir. Alors il y a certes la répartition géographique, on a différentes variantes à cause des systèmes de signalisation, mais en France on a environ 6 homologations de type pour cette même machine. Pourquoi ? Parce qu'on a fait face à des évolutions réglementaires au fur et à mesure que le temps passe. Évolution sur les émissions diesel. On est parti du moteur 3A, 3B, 5. Et donc à chaque fois, il faut adapter et refaire une homologation. Idem sur la signalisation. On était parti en France avec le KVB. On a monté le TCS Baseline 2. On monte le TCS Baseline 3 niveau 1 et l'année prochaine, on sera ETCS Baseline 3 niveau 2. Et à chaque fois, on refait une autorisation. Donc le coût s'en ressent. Alors non seulement l'équipement a un coût, mais les frais fixes également. On est obligé de refaire des campagnes d'essai pour autoriser les véhicules. Sur le TCS, on est obligé d'aller dans les 4 coins de France pour tester toutes les transitions. On est obligé, quand c'est une locomotive passe-frontière, d'aller à chaque point frontière entre la France et la Belgique, parce qu'elles sont toutes particulières. Il n'y a rien de standardisé au niveau infrastructure. Donc, ces essais-là et le développement avec un nouvel ETCS, c'est plusieurs millions d'euros de coûts fixes à chaque fois, qu'on amortit sur des petites séries, en fait. On a beau produire un véhicule standard, on a des coûts fixes qui reviennent régulièrement pour les essais, la qualification, les NOBO, DEBO, ASBO qui travaillent sur ces dossiers. Et ça ne fait qu'empirer, on va dire. Donc ça coûte de l'argent et ça dure combien de temps une campagne d'homologation complète, si je peux employer ce terme ? Aujourd'hui, on est à peu près sur disons, l'essai lui-même, il faut l'organiser. Donc, il faut réserver des sillons, il faut réserver le personnel d'essai. Ça, c'est simple, ça ? Non. Surtout, en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs. On a l'expérience d'ailleurs. Je reparle de l'ETCS. L'ETCS, on peut le tester en 2 jours en Belgique. On teste toutes les transitions et c'est fait. On a un parcours type. Alors, la Belgique est plus petite. Mais en France, il faut aller sur CNM, sur BPL. On fait le temps d'acheminement d'une locomotive qui n'est pas homologuée, donc c'est pas facile, ça rajoute à la difficulté. Il faut les sillons, on loupe parfois des circulations pour des aléas, etc. Et généralement, la campagne d'essai peut durer 2 mois. Voilà. Après, il faut dépouiller. Alors, certains essais aussi, on découvre après le dépouillement qu'il faut refaire. Ça aussi, c'est assez frustrant. Et donc, on repère... C'est-à-dire après dépouillement ? Après dépouillement, on s'aperçoit que l'essai n'était pas bon, et ne permet pas d'obtenir l'autorisation. On peut avoir des surprises. On a déjà découvert, par exemple, que des balises pour la transition n'étaient pas implémentées correctement en faisant notre essai d'autorisation pour autoriser notre matériel. Donc, on détecte des choses comme ça. Et du coup, on est un peu surpris, mais c'est pour notre pomme. Est-ce que vous considérez que quand vous lancez un nouveau matériel, une nouvelle locomotive, vous prenez un risque d'homologation ou pas ? Alors, Vossloh, traditionnellement, effectivement, développe ses véhicules
et les homologue dans les pays, même sans avoir de commande. Donc le risque, on le supporte effectivement. On croit qu'il y a un marché et on s'adapte à ce marché, on l'anticipe. On prend une grosse part de risque, effectivement, avec plus ou moins de bonheur. Il y a des pays où aujourd'hui on a un peu plus de mal on a des locomotives en stock qu'on n'arrive pas à placer, c'est vrai. Pour des questions de... Alors, parce qu'on a eu du retard d'arriver sur le marché, parce qu'il y a des problèmes avec le TCS. Pour ne pas le citer, c'est l'Italie, où là aussi la situation, les ESC-type sont assez difficiles et coûteux à obtenir. Il faut à chaque fois repasser des essais et en fait, au départ, la question de qui prend en charge ces essais pour vérifier la compatibilité avec l'infrastructure, il faut la faire supporter aux clients et ça renchérit encore les coûts. Et ça va aussi venir en France avec le déploiement, le nouveau plan de déploiement de l'ETCS niveau 2 là, qui est sorti. C'est un volet qui n'est pas du tout adressé dedans. Mais au fur et à mesure que l'ETCS va être déployé un peu partout sur le réseau conventionnel, il faudra démontrer que votre véhicule est bien capable de circuler sur ces routes. Et il y aura des essais. Et pour les véhicules déjà livrés, ça sera sans doute l'opérateur qui le fera. Je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure avec certains de vos confrères sur ces aspects-là. Si on passe du côté de vos clients, quels sont-ils en France, en Europe? Est-ce qu'il y a des évolutions qui ne sont pas les mêmes selon les pays? Oui, alors le marché évolue. Alors nos clients, j'ai dit au début qu'on adressait aussi bien des trafics fret locaux que des constructeurs de voies. C'est à peu près 50-50 en France pour nos locomotives. Donc il y en a 50% qui font des trains de travaux, 50% du fret grosso modo. Actuellement, on vend plus quand même de locomotives trains de travaux que de fret. Le fret n'a pas le vent en poupe. Et également, le marché devient de plus en plus un marché non pas de vente, mais de location. Donc on a un fort développement des solutions de location. Donc on est présent également sur disons, le volet financement et capital. Et on travaille de plus en plus avec des loueurs qui se structurent. En France, on a la chance aussi d'avoir des investisseurs privés qui sont derrière certains loueurs. Alors, je sais qu'il y a des loueurs clients dans cette salle, mais là, je voulais parler. Il y a par exemple le fonds français qui s'appelle Capital, Infravia Capital. Il y a également Rive, donc qui soutiennent des sociétés de location, et c'est des fonds privés. Et ces gens-là sont assez intéressants parce qu'ils investissent généralement, traditionnellement, dans d'autres secteurs, l'aviation. Et là, ils sont venus sur le secteur ferroviaire et c'est à nous de faire en sorte qu'ils y restent parce que c'est important. On a besoin d'investisseurs. Et donc de vous adapter à leur modèle économique. Alors, c'est vrai qu'ils ont d'autres choses en tête parfois. Ils découvrent le ferroviaire. Il ne faut pas les dégoûter tout de suite. Tout de suite. Voilà. Faut les mettre en confiance. Merci pour cette première... il y aura sans doute des questions tout à l'heure, mais je préfère qu'on fasse un premier tour d'horizon. Merci. Et puis je vais demander vous l'avez cité tout à l'heure, à Bertrand Allais de Socofer de venir... ici, si je ne me trompe, Socofer, c'est une très vieille entreprise, alors qu'après, qui a intégré une holding, mais une très vieille entreprise, je crois, à Saint-Pierre-des-Corps, historiquement. Qu'est-ce que déjà quelques mots sur votre activité, puis après votre sentiment sur toutes ces questions et ces pistes d'optimisation des coûts et comment endiguer la vague de certification et d'empêchement, d'une certaine façon, si on peut prendre ce mot très général. Oui, alors, 3 mots sur Socofer rapidement. Donc, Socofer, effectivement, comme vous l'avez dit, est un ancien constructeur ferroviaire français, puisque 1920.
est en fort développement aujourd'hui, et puis avec une petite appétence maintenant vers des locomotives de moyenne puissance. Certains ont connu parmi ici les V211, naturellement les G1000 de chez Vossloh, et aujourd'hui, dans cette gamme de puissance de 1 MW, il n'y a plus trop de constructeurs, et donc notre objectif, nous, Socofer, c'est de se positionner sur ce marché, quoi, sans vouloir faire concurrence à nos partenaires de Vossloh, qui sont plutôt sur des machines de 2 MW. Notre objectif, nous, c'est plutôt de remplir cette fonction de 1 MW qui est plus du shunting ou de locomotive de travaux. Aujourd'hui, dans nos marchés, on répond donc au marché du Grand Paris, puisqu'on va livrer les locomotives du Grand Paris, qui sont également des locomotives de 1 MW. Moi, le constat que je vois aujourd'hui par rapport à nos clients, c'est une grande interrogation autour de la décarbonation. C'est effectivement un enjeu, on va dire, presque planétaire, mais on a le sentiment qu'on a oublié que le ferroviaire était déjà par nature, intrinsèquement, quelque chose qui participait de façon profitable au climat. Alors, on fait de la marche forcée sur les moteurs diesel, on veut les supprimer sur les locomotives, et aujourd'hui, on se retrouve avec des solutions de bitension. Quand je dis bitension, c'est plus que ça, puisque comme vous le savez, en France, on a 1500 volts et 25 000. En Suisse, c'est 3000 et 25 000. En Allemagne, c'est 15 Hz de tiers. En Italie, c'est 3000 volts et 25 000. Et puis, comme vous savez, il y a des lignes qui ne sont pas électrifiées. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue de travailler avec des diesels ou avec des batteries. Alors quand on s'intéresse aux batteries, les batteries ferroviaires sont environ 6 à 7 fois plus chères qu'une batterie de bus. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce qui fait que dès lors qu'on veut faire de la décarbonation, on se retrouve avec des machines hyper complexes et naturellement très chères, difficiles à construire et difficiles à maintenir. Puisque autant vous avez pu voir que les voitures se sont élargies ou se sont agrandies vers le haut, nous, dans le ferroviaire, on ne peut pas s'élargir, on peut un peu se rallonger, et vers le haut, on n'a pas beaucoup de place. Et quand il faut mettre dans ces mêmes machines un transformateur, des convertisseurs, des batteries qui ne sont pas très performantes, puisque c'est des batteries ferroviaires, plus des diesels, et bien sûr en respectant les 80 tonnes, ça devient très compliqué. Et puis, il faut faire du 120 km/h aussi. Donc aujourd'hui, nos clients sont face à cette espèce de quadrature du cercle, de dire comment je fais pour décarboner. Et j'ai même de temps en temps des clients qui me disent « Monsieur Allais, vos locomotives, elles sont belles, mais vous n'auriez pas des locomotives diesel seulement ?» Voilà. Et le diesel HVO est quand même un produit qui est fortement décarboné. Donc là, je pense qu'on marche un peu sur la tête sur ces histoires de décarbonation. Surtout que j'ai le sentiment qu'on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'au niveau du ferroviaire, on aurait dû d'abord digitaliser et ensuite décarboner. Aujourd'hui, c'est-à-dire, vous pouvez préciser c'est-à-dire, par exemple, sur des, tout le monde connaît aujourd'hui le DAC. Il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore complètement opérationnel, mais si on veut que l'activité fret soit profitable et efficace, on est encore à raccorder les trains avec des crochets UIC, quoi. On a encore des systèmes de frein où on est encore à l'air comprimé, alors qu'il y a des solutions qui commencent à exister de freins électromécaniques. Donc on pourrait passer beaucoup plus rapidement sur des trains autonomes. On a encore des conducteurs. Et donc on n'a pas fait toutes ces révolutions qui auraient permis au fret d'être performant. Et ensuite, on aurait pu dire, maintenant que le fret est performant, décarbonons, mais décarbonons, soyons réalistes, quoi. C'est-à-dire que les moteurs diesel modernes, comparés à tous les camions qui circulent en Europe, la part d'émissions de CO2 des locomotives, surtout si les moteurs sont modernes, est très faible. Donc on a, de ce point de vue-là, voilà. Et je ne veux pas abonder sur le sujet qu'a exprimé Olivier concernant le TCS, qui est quand même une vraie catastrophe, quoi. Une vraie catastrophe dans son application, une vraie catastrophe dans la mise au point. Je ne sais pas où on va sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, le panorama, il n'est pas très
de notre point de vue en développement, pas très sympathique, dans la mesure où tout ça fait qu'au-delà de ces contraintes normatives, en fait, on n'innove plus. On n'a plus le loisir d'innover. On doit effectivement suivre surtout les normes, donc essayer de développer des machines qui peut-être seront autorisées à rouler, hein, et en plus avec des délais de développement qui sont phénoménaux, quoi. Aujourd'hui, tous les projets ferroviaires sont en retard. Je ne connais pas un projet ferroviaire qui est à l'heure, donc il faut peut-être qu'à un moment la profession se pose des questions et s'interroge. Comment ça se fait que tous les projets ferroviaires sont à l'heure ? Ce n'est pas la faute des fournisseurs. C'est simplement la faute qu'on a mis tellement de normes à vérifier, à contrôler, item par item, avec des tableaux Excel, avec des milliers de lignes, etc., qui fait que on n'y arrive plus, quoi. On n'y arrive plus à faire ça dans les temps, et puis surtout, même nos clients, quand c'est les donneurs publics, sont incapables eux-mêmes de contrôler ce truc-là. Donc aujourd'hui, j'ai un peu peur, si vous voulez, que la partie normative et surtout la façon dont la norme aujourd'hui attaque le ferroviaire puisse nous jouer pas mal de tours. J'avais de temps en temps défini un concept que j'appelle moi la norme suicidaire, c'est-à-dire c'est la norme qui met tellement de contraintes sur son champ d'application qu'elle finit par le tuer. À un moment, peut-être qu'un jour dans le ferroviaire, on arrivera malheureusement dans cette direction-là, quoi. Donc pour moi, c'est assez inquiétant. Alors, les donneurs d'ordre publics, que ce soit la RATP ou que ce soit la SNCF, etc., encore que, quand c'est réseau, c'est de l'argent public. Voilà, on fait bien des autorails hydrogène. C'est pas très grave. C'est votre argent. C'est le nôtre. Mais quand c'est des opérateurs privés, quand ils vont tirer le trait à la fin du mois, ils vont s'apercevoir que le ferroviaire, c'est plus efficace, quoi. Merci pour ce constat sans appel. Vous parliez du marché du Grand Paris Express. Qu'est-ce que vous livrez exactement comme matériel pour quel usage ? Alors, c'est pour les trains de travaux. Nous, notre destination, elle est plus effectivement maintenance au départ. C'est-à-dire qu'on est, comme vous le savez, on est sur des machines plutôt d'1 mégawatt. 1 mégawatt, c'est plus destiné soit aux trains de travaux, soit au shunting, c'est-à-dire plutôt dans la partie terminale du fret. Et donc, on livre. Mais les locomotives en question, comme disait Coluche, c'est votre argent, c'est pas rigoler. C'est les locomotives les plus compliquées qui existent au monde, pratiquement. Parce que il faut de la redondance partout, parce que l'État en fait encore les moyens, peut-être. Y compris pour les travaux. Oui. En fait, disons qu'il y a une contrainte de sécurité, c'est qu'on va rouler effectivement au milieu du carrousel, et comme c'est un CVTC, il faut effectivement qu'il y ait un certain nombre de garanties, mais personne n'avait jamais vu un truc pareil, quoi. C'est-à-dire que les trains qui circuleront pour l'entretien, etc., circuleront en mode... En mode GO1, c'est-à-dire avec un conducteur, mais avec malgré tout tous les automatismes de conduite qui permettent effectivement de garantir la sécurité, soit des trains suiveurs, soit des trains croiseurs, soit des trains de précesseurs. Donc effectivement, vu les difficultés de mise au point des signalisations et du mode automatique, ça va prendre du temps. Ouais. Je crois que c'est très clair. On reviendra peut-être avec vous. Il y aura peut-être des questions sur tous ces éléments. Merci Bertrand Hallé. Et je vais maintenant sur un troisième constructeur, un troisième industriel, avec Thierry Tournier, qui connaît bien, qui s'exprime au nom du pôle du véhicule du futur, mais qui est bien connu parmi vous, puisqu'il travaille aussi à Alstom. Et vous avez la même question, peut-être avec un petit accent sur l'innovation. Comment l'innovation peut s'adapter ou répondre à un certain nombre de contraintes. La parole, comme à vos collègues. Merci Gilles, merci à Objectif OFP de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui. Donc, je me présente Thierry Tournier. Donc oui, je suis salarié de Alstom. Je suis en charge de l'innovation sur le site Alstom de Belfort. Mais je vous propose aujourd'hui d'intervenir en qualité de président d'un pôle de compétitivité qui s'appelle le pôle véhicule du futur, qui est en fait un cluster qui reprend environ 500 entreprises en région Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, où c'est dans les 55 pôles de compétitivité en France qui ont une délégation de services publics pour notamment labelliser les projets d'innovation.
Il y a 4 pôles qui prennent en charge finalement la filière de la mobilité terrestre en France, et le pôle de compétitivité véhicules du futur est l'un de ces 4 pôles. Dans la mission d'animation de ce pôle de compétitivité, on trouve des industriels qui sont positionnés sur la filière de la mobilité terrestre. Donc on trouve aussi bien des industriels qui sont dans le secteur de l'automobile que du ferroviaire. Il y en a un certain nombre en région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et donc, moi, je propose effectivement de peut-être aborder le sujet sous l'angle de l'innovation, pour compléter peut-être ce qui a été dit par Socofer, innovation technologique, mais également innovation dans l'approche, parce que pour optimiser les coûts, on peut jouer finalement sur le fait d'augmenter les recettes ou d'augmenter les dépenses, donc, ou de diminuer les dépenses, pardon. Donc, en termes d'innovation technologique, les thèmes, de toute façon, sont sur la table. Moi, je vois passer des projets en termes de labellisation dans les domaines qui avaient été identifiés, notamment par 4F dans ses propositions à travers les différents axes, c'est-à-dire on parle de digitalisation. Donc oui, vous connaissez les projets de DAC qui ont finalement pas de difficulté technique, mais plutôt une difficulté dans le modèle économique, parce qu'il y a tel surcoût amené potentiellement sur le wagon que le wagon n'est plus compétitif, etc. Donc c'est un sujet qui est un peu compliqué, mais surtout on est sur un temps long en termes de développement. Dans la digitalisation, on voit également des sujets dans l'automatisation de la conduite. Socofer en a parlé également. Il y a eu un grand projet R&D qui a été monté notamment avec la direction innovation et recherche de la SNCF, qui a permis de faire rouler un train, notamment une locomotive de fret sans conducteur. Bon. Finalement, on se rend compte à travers ces projets qu'on va être sur un temps beaucoup plus long. Dans l'automobile aussi, on imaginait qu'en 2020, toutes les voitures seraient autonomes. Bon, ça ne s'est pas produit. Donc, dans le ferroviaire, on va être également sur un temps long, parce qu'il y a des problèmes d'homologation, mais derrière ça, il y a vraiment des problèmes de démonstration de sécurité à travers le fait d'automatiser la conduite. Néanmoins, il y a des débouchés qui devraient pouvoir voir le jour assez rapidement dans le domaine du ferroviaire, notamment pour automatiser les opérations en bout de ligne. Puisque là, on est dans un domaine quasi fermé, dans lequel il devrait être plus facile de mettre en œuvre des véhicules automatisés, soit avec l'intelligence à bord, soit de la téléconduite. Ça se pratique déjà, notamment sur les triages à bosse en Suisse. Donc, ces technologies-là, elles sont suffisamment matures pour permettre potentiellement de venir diminuer les coûts sur les last mile ou sur les opérations dans les triages. Les sujets de digitalisation vont également beaucoup progresser pour optimiser les coûts de maintenance. On a maintenant la possibilité d'apporter beaucoup d'informations, notamment avec les smartphones, aux équipes qui devront dépanner ou réparer en cas de panne des engins moteurs. Les réseaux sociaux permettent de communiquer également énormément entre les équipes de maintenance et les conducteurs. Donc on a comme ça un système de communication parallèle qui n'est pas intégré à la locomotive, qui voit le jour, les équipes sont totalement connectées. Le deuxième sujet, c'est la performance et la fiabilisation. Ce qu'on demande à un engin moteur, c'est d'abord de tirer un maximum de charge en termes de capacité d'emport, mais surtout, on a un mode commun, c'est la locomotive par rapport aux 50 camions, elle doit démarrer tous les matins. Et donc très souvent, on se trouve dans des situations où on ne peut pas manquer le train, où le F est obligé de mettre un deuxième matériel en solution de backup pour être sûr qu'on saura faire le train. Sinon, effectivement, il faut trouver 50 camions au pied levé, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ce sujet de la recherche de performance et de fiabilisation pour les constructeurs, c'est vraiment un axe qui est très travaillé. La décarbonation. Alors, la décarbonation des engins moteurs, c'est vrai que le fret ferroviaire, par nature, est 9 fois moins émetteur de CO2 que la route. Néanmoins, il y a des travaux qui sont en cours, parce que la filière des motorisations, avec effectivement ce spectre lié à cette directive européenne d'interdiction de commercialisation des moteurs thermiques à partir de 2035, fait qu'on a une filière de la motorisation qui s'appauvrit progressivement, en tout cas en France et en Europe. Et donc, ce qui fait que c'est plutôt par l'appauvrissement de cette filière que la mobilité lourde, et donc le ferroviaire, va venir également au fait d'aller vers des solutions moins carbonées. Néanmoins, ça va prendre beaucoup moins de temps que dans l'automobile, et probablement que dans le sillage du HVO, on verra arriver ensuite des carburants moins carbonés, comme potentiellement le fait de rétrofiter des locomotives pour leur permettre de rouler à l'hydrogène. C'est des solutions qui sont également en développement chez un certain nombre de motoristes. En tout cas, c'est ce que l'on voit passer en termes de projets d'innovation. Le deuxième sujet, avec la décarbonation,
Ben là, on est potentiellement sur une augmentation de volume. C'est que vous savez que la COP s'est régionalisée et les régions maintenant commencent à prendre le sujet du développement du report modal. Il y a un objectif qui est fixé pour chacune des régions. Dans la région dans laquelle je vis, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un chiffre qui est posé, qui est de réduire les émissions de CO2, de les éviter à hauteur de moins 747 000 tonnes par an dès 2030 par rapport à 2019. C'est équivalent au fait de retirer 10 000 camions de la route sur 25 000 poids lourds immatriculés. Donc il y a finalement là un champ qui s'ouvre. Alors aussi bien pour décarboner les moteurs des camions, mais également pour opérer le report modal. Et donc on a un certain nombre de projets, dont un que je porte ici sous la forme d'un badge qui s'appelle le corridor Rhin-Rhône, qui consiste à, pour une région, accompagné également par une région, de mener des études afin d'organiser par bassin de transporteurs routiers et d'entreprises expéditrices des études qui permettront de faire, comme on l'a vu ce matin dans les Hauts-de-France, d'agglomérer plusieurs coupons de wagons pour monter des trains supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc dans la décarbonation, il y a le sujet de la décarbonation des engins moteurs, mais il y a également cette COP qui se régionalise, qui pousse à ce que les régions prennent en main le sujet du développement du report modal. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je reviendrai également sur un point qui a été abordé ce matin, c'est la taxation. Donc en Suisse, effectivement, il y a cette taxe, j'ai oublié, la RPLP, qui permet effectivement de potentiellement de financer le ferroviaire à travers cette taxe de quasiment 1 franc suisse du kilomètre par camion. Cette taxe en Grand Est qu'on appelle AirPass, qui devrait voir le jour en 2027, elle devrait tourner aux alentours de 18 centimes du kilomètre. Elle est inférieure, mais ça c'est un game changer dans la région Grand Est, parce que aujourd'hui effectivement avec la mise en place de cette taxe sur l'autre rive du Rhin côté allemand, il y a eu un report de 1500 camions supplémentaires qui roulent en France pour éviter la taxe en Allemagne. Mais si on taxe des deux côtés, ça va potentiellement rendre plus compétitif le modèle ferroviaire par rapport à la route, parce qu'effectivement, ces 200 et quelques kilomètres qui vont être taxés vont amener pour ces 50 camions peut-être un équilibre des coûts différent par rapport à une solution ferroviaire. Donc ces taxes, c'est une bonne chose pour le report modal, même si les trains ne sont pas directement financés, ça va quelque part augmenter le coût du transport routier par rapport au coût ferroviaire. Dernier point, c'est la multimodalité. C'est un sujet effectivement qui nécessite également des innovations. Alors, l'innovation au niveau des infrastructures, c'est très compliqué aujourd'hui de venir gratter les tunnels pour augmenter les gabarits. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour essayer de trouver des solutions innovantes. Il y a des wagons surbaissés qui forcément existent et permettent dans certains cas de passer une partie du transport poids lourd sur le rail, mais c'est vraiment un secteur dans lequel il va nous falloir de l'innovation pour arriver à passer au-delà de ces coûts d'infrastructure qui ne sont pas compatibles avec ce qui peut être financé. Donc voilà les différents sujets d'innovation à travers ces 4 axes. Merci, je pense que certains d'entre vous pourront vous interroger tout à l'heure. Merci d'avoir couvert aussi bien l'innovation technique que l'innovation en matière de financement, de contexte politico-économique. Et justement, on arrive là à l'économie un peu du fret et je vais donner la parole à deux, moi je les appelle, je ne sais pas si c'est commun, loueurs mainteneurs, parce que c'est pas simplement des loueurs, c'est aussi des mainteneurs. Et je vais commencer avec vous, Frédéric Erlichman de Railpool, qui, je le rappelle, a signé ce matin un contrat et que vous nous expliquiez un peu comment vous voyez l'évolution de ce marché de la location. Tout à l'heure, Olivier Barat disait que ça a évolué beaucoup, que ses interlocuteurs, ses clients, c'était de plus en plus des loueurs. On est loin de l'époque où les opérateurs ferroviaires achetaient tout en capex et voilà, ça a beaucoup évolué. On a envie de voir votre analyse, vous qui êtes un acteur relativement nouveau en France, de voir votre analyse de ce marché. Eh ben, bonjour à tous et merci de me donner la parole au nom de Railpool. Donc en 2 mots, je vais vous présenter un peu Railpool. C'est une société de location de locomotives électriques destinée donc au transport de marchandises et aussi de voyageurs. Railpool a été créé en 2008 à Munich
Et aujourd'hui, Whirlpool a à peu près 400 locomotives électriques dans son parc. Donc ce sont des locomotives qui sont interopérables, donc qui peuvent circuler dans 19 pays en Europe. Et on travaille beaucoup avec deux grands constructeurs, donc Alstom. On a 70% du parc qui sont des Trax. Et puis aussi Siemens, je vois là-bas, 30% de locomotives Vectron dans le parc de Whirlpool. Alors, donc aujourd'hui aussi, je voulais être un peu positive. Donc Whirlpool se développe. On a 200 locomotives qui sont en commande aujourd'hui, qui vont être livrées d'ici 2028. Donc on croit vraiment dans le transport ferroviaire et notamment de fret. Et en 2023, Whirlpool a créé la filiale française pour accompagner le marché du fret français et a commandé 50 locomotives Trax, pareil, interopérables, qui peuvent circuler en France, mais aussi dans les pays limitrophes, donc la Belgique, par exemple l'Allemagne, le Luxembourg, jusqu'à l'Allemagne et aussi la Suisse, l'Italie et l'Autriche. Donc le but de Whirlpool, vraiment, c'est d'accompagner le fret et le développement. Alors comment ? Donc on propose, comme vous avez dit, de la maintenance. Donc c'est un contrat qu'on appelle full service. Donc c'est complet et ça permet aux entreprises ferroviaires, donc qui sont les clients, de se concentrer sur leur activité principale, donc tirer des trains. Et le loueur s'occupe de la maintenance, de l'entretien au quotidien et sur le long terme, donc s'occupe de tout pendant toute la vie de la locomotive, c'est-à-dire une trentaine d'années. Pour ce qui est des Trax, je vous donne l'exemple. Whirlpool possède des pièces de rechange qu'il a déjà achetées en amont, en même temps que la locomotive. Donc on a centralisé ces pièces dans un entrepôt qui se trouve à Munich, qui dessert toute l'Europe et qui permet donc de contrôler, d'augmenter la qualité de la maintenance, puisqu'on fournit les pièces aux ateliers. Donc Whirlpool possède 6 ateliers de maintenance, 3 en Allemagne et 3 en Scandinavie, et travaille ensuite dans toute l'Europe avec des partenaires. Donc on en a 56 qu'on forme et à qui on fournit donc le matériel pour pouvoir réparer dans les meilleurs délais les locomotives. Et vous avez des engagements de disponibilité des pièces pour la maintenance ? Parce que c'est critique pour les opérateurs, ils interviendront tout à l'heure, mais c'est critique pour eux, la rapidité de réparation et de maintenance. Exactement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donc les pièces et on a identifié les intervenants, on a formé les techniciens, on s'engage au niveau contractuel à des délais de remise en état qui sont connus. Voilà. Comme ça, l'opérateur sait qu'en un certain nombre de jours, la locomotive sera remise en service. À défaut, Whirlpool propose une locomotive de remplacement. C'est assez innovant. On appelle ça le pooling, Whirlpool, le pooling. C'est-à-dire que Whirlpool a une gamme de locomotives assez large et les clients peuvent choisir en fonction des pays et de la motorisation le type de locomotive qu'ils veulent mettre contractualiser. Et durant la durée du contrat, le client a le choix de changer de type de locomotive s'il veut développer son marché ou s'il a envie de modifier un peu son contrat. Et en même temps, dans le pooling, on permet donc aussi au client de lui donner une locomotive de remplacement. Donc il est assuré de pouvoir assurer son activité. Voilà. Les contrats que vous faites signer, ils sont modulables ou c'est des contrats standards ? Comment ça se passe ? Ils sont standards pour Whirlpool. Et effectivement, ils sont modulables. Par exemple, dans les différents types de locomotives, on a aussi une possibilité d'avoir un moteur diesel. On va en parler un petit peu avec le contrat qu'on vient de signer. Donc, c'est des locomotives électriques qui sont équipées d'un moteur diesel qui permet de desservir le premier et le dernier kilomètre. Donc ça, c'est une innovation que les clients apprécient. Parce que on en parlera, mais pour réduire les coûts d'opération, c'est intéressant de pouvoir faire soi-même, d'être autonome sur sa desserte. Et un élément aussi important pour réduire les coûts, c'est le fait que Whirlpool intègre le reprofilage des roues. Donc les entreprises ferroviaires savent que le reprofilage, ça coûte assez cher, presque 30 000 € par reprofilage. C'est un coût qui est intégré dans la location, dans le loyer mensuel chez Whirlpool.
Là, vous avez annoncé ce matin un contrat. Est-ce qu'il y a une perspective d'avoir une implantation en France? Vous parliez de 3 ateliers en Allemagne, 3 en Scandinavie. Vous avez des perspectives de développement en France spécifiques? Donc, Railpool est un acteur français. On vient de signer notre premier contrat avec Régiorail. Donc, Régiorail a pris donc, en location 7 locomotives Trax MS3, dont 3 avec le moteur Last Mile. Ça va leur permettre de les accompagner dans leur développement, notamment à l'international, autour de la Belgique et de la France. Et d'autre part, le fait d'avoir ce moteur Last Mile, ça les rend autonomes sur la desserte de leurs clients. Donc oui, on s'installe en France avec les locomotives Trax, effectivement. Vous disiez que vous étiez présente au niveau européen. Comment est vu le marché français en Allemagne ou en Scandinavie? Pour Railpool, c'est un nouveau marché, puisqu'aujourd'hui, étant présent dans 19 pays, ça manquait un peu. Étant le Railpool est le deuxième acteur en Europe au niveau de la location des locomotives électriques. Donc c'est important de renforcer sa présence en France. Mais moi, je vais vous parler d'un exemple en Italie, puisque Railpool Italie a été fondée en 2020. Donc c'est une histoire intéressante. Dans les derniers 5 ans, ils ont augmenté leur parc de 0 à maintenant bientôt 50 locomotives. Donc ils ont créé leur filiale en local, ils ont embauché du personnel, des gestionnaires de flotte, des ingénieurs, des techniciens mobiles. Et ils ont contractualisé avec un client très important, Captrain, un contrat assez innovant, puisque Captrain loue des locomotives à Railpool. Et Railpool fait entretenir ces locomotives dans l'atelier de Captrain. Donc l'exemple de Railpool Italie, c'est un modèle à suivre pour la France. Vous pouvez adapter vos process aux différents pays, aux différents clients, etc. Avec du personnel local, c'est important. Avec du personnel local. Oui. Merci. Vous avez quelque chose à rajouter à ce niveau-là ou on passera aux questions-réponses tout à l'heure? Merci Frédéric. Maintenant, un autre loueur-mainteneur, Arnaud Delumeau pour Akiem. Alors, plus on avance, plus de choses ont été dites, donc c'est plus difficile Mais quand on a discuté au téléphone, vous aviez une longue liste de remarques, d'éléments, etc. Donc, je voudrais en faire profiter notre auditoire sur ces thématiques d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, déjà, je vous rassure, je ne vais pas refaire la description du métier de loueur qui a été très bien faite. Donc, très rapidement, Akiem, on a été fondé en 2009. On est un acteur français. On travaille maintenant dans toute l'Europe. On travaille dans 22 pays. On a 800 locomotives. On a une centaine de clients à peu près. On a commandé 100 MS3 pour le marché français. Et on a ouvert cette année, en juin, un atelier de maintenance à Austricourt, donc dans les Hauts-de-France, avec 8 postes de travail et un tour en fosse, justement pour reprofiler les matériels de nos clients. Et tout matériel d'ailleurs des différents opérateurs français. On a parlé très rapidement des coûts des matériels. Je ne vais pas revenir dessus non plus, ça a été très bien décrit par Alstom, par Vossloh, par Socofer. On est face à une inflation de normes qu'on constate effectivement depuis plusieurs années. Inflation de normes qui augmente les coûts, bien évidemment. On le subit au quotidien. On le voit dans les prix. Après, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que loueur? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Il y a l'approche simple, si on peut dire. Les coûts augmentent, il faut des subventions. Ça a encore été proposé ce matin. Il faudrait des subventions pour les locomotives. C'est une possibilité. Après, je pense qu'on rejoint un débat qui est d'actualité actuellement. Est-ce que, quand on a de plus en plus de normes, est-ce qu'il faut lever plus d'impôts, par exemple? Je sais que le sujet fait débat actuellement. Typiquement, pour l'achat de locomotives, c'est pas forcément une évidence pour plusieurs raisons. Effectivement, on a donc Railpool a acheté 50 locomotives MS3, on en a acheté une centaine. Il y a d'autres acteurs effectivement qui en ont acheté aussi pour le marché français. Le marché de la locomotive électrique français, c'est 500 locomotives à peu près. Concrètement, si on met des subventions demain pour les nouvelles locomotives, qu'est-ce qu'on fait des matériels déjà achetés? On les subventionne, alors que ça n'aura aucun impact incitatif. Est-ce qu'on les subventionne pas? Auquel cas, il y a une distorsion de concurrence et on crée, on retire l'incitation à investir pour les prochaines années, puisqu'effectivement, plusieurs acteurs majeurs auront investi et n'auront pas bénéficié des subventions. Donc, c'est pas forcément une évidence. Voilà, c'est une possibilité, bien sûr.
On peut envisager de subventionner la R&D. Voilà, il y a plein effectivement, de développements nécessaires sur la batterie. Il y a des développements nécessaires sur plein de technologies, que ce soit conduite autonome ou autre chose. On peut subventionner l'exploitation, il y a les sillons. Mais voilà, en tout cas, je pense que la palette d'actions est grande et il y a plein de leviers différents pour jouer là-dessus. Ça, c'est sur l'absorption des coûts en tant que tel. Après, une fois que ces locomotives ont été achetées, il y a deux manières de réduire les coûts. Concrètement, c'est d'allonger la durée de vie des locomotives. Une locomotive, ça vit environ 30 ans, et d'améliorer sa fiabilité. Nous, on travaille effectivement sur les deux. On essaye d'améliorer au maximum la durée de vie et l'efficacité des locomotives. Et la solution pour ça, c'est de massifier et de maîtriser sa maintenance. Donc typiquement, en France, aujourd'hui, on a 150 locomotives Prima électriques, les 27 000 et 37 000, que beaucoup de personnes ici connaissent bien. On a effectivement amélioré la fiabilité au fil des années. On a remplacé des pièces qui étaient des pièces de faiblesse, je pense au compresseur par exemple. On fait des révisions mi-vie actuellement dans notre atelier à Austrécourt. Et le but de tout ça, c'est de renforcer la fiabilité et la disponibilité des matériels pour permettre effectivement des opérations plus efficaces pour nos clients, ce qui, in fine, réduit leurs coûts. Vous m'avez parlé au téléphone de maintenance conditionnelle. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que c'est ? Tout à fait. Alors on parle de maintenance prédictive ou de maintenance conditionnelle. Maintenance prédictive, typiquement, on essaye de deviner en amont ce qu'il faut remplacer ou ce qu'il ne faut pas remplacer. Maintenance conditionnelle, c'est encore autre chose. On change ou on révise tel ou tel organe sous certaines conditions. Je vais prendre l'exemple du pantographe. En France, on a du 1500 volts et du 25 000 volts. Est-ce que ça vaut le coup d'inspecter les archets d'un pantographe 1500 volts, une locomotive qui a roulé pendant les 3 derniers mois uniquement sous 25 000 ? Probablement pas. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'on peut éviter les opérations de maintenance. Mais le plus efficace encore pour nous dans tout ça, c'est d'améliorer la connaissance qu'on a des locomotives. Chaque année, on gagne en expertise. Ça fait 15 ans qu'on a des locomotives sur le marché français. Les Trax, on va en avoir à peu près 300-400. Concrètement, c'est des locomotives qu'on connaît bien. Et c'est en connaissant les locomotives qu'on peut améliorer la maintenance et justement réduire le temps d'immobilisation. Justement, sur les cycles de maintenance, est-ce que c'est toujours 30 000 km ? C'est passé à 40 km parce que pour réduire un peu le temps d'immobilisation lors de la révision ? Absolument. Donc on a des maintenances, qu'on appelle calendaires, qui interviennent tous les X mois ou X kilomètres. Sur les locomotives françaises, historiquement, on était vers 10-15 000 km. On est passé maintenant à 30 000 km sur nos Prima. Et les Trax MS3, ce sera 40 000 km. 40 000 km, ça donne effectivement la possibilité de réduire la fréquence des interruptions et d'envisager des opérations beaucoup plus fluides. Parmi les thèmes que vous aviez abordés aussi, vous me disiez la flexibilisation des opérations. Qu'est-ce que vous entendez par là, notamment sur votre site d'Austrécourt ? Vous me dites que vous pouvez flexibiliser tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, le fait d'avoir notre propre atelier de maintenance, ça permet effectivement de gagner en flexibilité pour les opérateurs. Typiquement, nous, aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. On travaille avec Alstom, on travaille avec Masteris, on travaille avec différents mainteneurs, on travaille avec Aerion. Voilà, on a plein de partenaires, mais avoir nos installations, notre atelier, ça permet effectivement de prioriser certaines opérations. À Austrécourt, on a 8 postes de travail plus le tour en fosse. Sur les 8 postes, on a 4 postes industriels pour les opérations mi-vie et 4 postes pour la maintenance d'exploitation. Avoir notre atelier permet de prioriser et d'éviter de se retrouver dans une situation de refus, pour être simple, en cas d'urgence. Typiquement, si on a une opération qui est absolument prioritaire pour nos clients, pour un client ou un autre, on peut dire « Ok, je dépriorise telle opération et je passe ce sujet en priorité ». C'est possible. Donc effectivement, on va gagner en flexibilité à avoir nos installations. Et c'est un gros investissement, un atelier comme ça ? On est en dizaines de millions d'euros, oui. Amorti sur une longue période. Amorti sur, je pense, quand on voit l'âge moyen des ateliers en France, je pense effectivement qu'on peut considérer que c'est un investissement sur une très longue période. Concrètement, pour nous, en tout cas, c'est un investissement. On se développe encore plus dans le marché français, qui est notre marché historique. On maîtrise la location des locomotives. On veut maintenant améliorer la maîtrise de la maintenance. Et voilà, on espère vraiment que cet atelier qui est le premier atelier privé en France, va vraiment permettre d'améliorer l'efficacité de la maintenance sur le marché. Premier atelier privé, je vois monsieur qui...
Pour les locomotives électriques, disons, voilà. Voilà. Navré pour l'approximation. Pour les locomotives électriques. Oui, Austricourt, c'est près de Dourges, donc c'est un endroit stratégique qui a été choisi, j'imagine, pour cette raison-là. Oui, alors absolument. Bon, déjà, les Hauts-de-France, c'est vraiment la terre du ferroviaire historique. Austricourt, Dourges, c'est juste à côté de la plateforme multimodale Delta 3, donc LDCT, qui effectivement est une plateforme trimodale, et avoir une implantation sur ce site permet pour beaucoup de nos clients vraiment d'avoir un point de maintenance qui est proche d'un point de départ ou d'arrivée de leur train. Merci. Je crois qu'il y aura des questions tout à l'heure, vu tous les éléments que vous avez abordés. On va maintenant passer aux opérateurs. J'ai demandé à Nicolas Gint de me rejoindre de Captrain. Ça a été évoqué tout à l'heure, un contrat en Italie, Captrain Italie, mais là c'est Captrain, on va essentiellement parler de la France, et on a envie de t'entendre sur toutes ces questions, de voir comment un acteur comme Captrain entend simplifier les choses, améliorer sa productivité, sa performance, enfin tous ces sujets du jour. Alors peut-être juste commencer par vous dire Captrain, en gros, c'est un opérateur qui existe dans 7 pays aujourd'hui à travers l'Europe. C'est présent en Pologne, en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Donc on est un opérateur du groupe Rail Logistics Europe, un groupe SNCF. Notre métier, c'est vraiment principalement de la traction ferroviaire. On a aussi des activités d'ITE un peu plus particulières, ou de services aux gestionnaires d'infrastructures également. Mais voilà, globalement, on a un tractionnaire et on vise à construire un modèle de traction européenne qui du coup repose sur notre capacité, nos expertises à franchir des frontières. Alors ce qui est un vrai sujet, parce que dans le ferroviaire, on le sait, faire du train, c'est assez compliqué. Traverser des frontières depuis Poznan jusqu'à Barcelone, c'est pas simple non plus, en termes d'expertise, en termes de technique, en termes de social, en termes, bref, toutes les aires de travail de notre service. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire. Alors, on a des entreprises qui ont des histoires très particulières, qui en général ont été construites et conçues pour devenir les challengers des historiques. Je mets la France un peu de côté de ce point de vue-là, mais enfin, la France, VFLI était, tout en étant le groupe SNCF, était de fait une alternative aussi à Fret à SNCF. Mais clairement, CTD en Allemagne a été construit pour finalement venir concurrencer Captrain, DB Cargo. Voilà, même chose pour tous les autres pays. Et ce qui fait que ces entreprises, elles se sont construites finalement de manière un peu autonome, sans avoir particulièrement ou pas suffisamment de liens entre elles. Donc nous, notre avenir, c'est vraiment de construire ce lien, d'aller plus loin que la simple marque commune, et de bien faire en sorte qu'on sache offrir ce service qu'objectivement, quand vous regardez sur le marché, des entreprises qui sont en capacité d'offrir des flux de traction vraiment intégrés, contrôlés depuis la Pologne jusqu'en Espagne, il n'y en a pas beaucoup. C'est des DB Cargo, c'est des RCG, c'est effectivement Captrain, mais c'est un nombre limité, et c'est important parce qu'on est convaincu que c'est aussi l'avenir du fret ferroviaire qui se joue là-dessus. C'est un vrai réseau dont les différentes entités discutent entre elles. Voilà, en tout cas ça c'est vraiment ce qu'on veut construire. Aujourd'hui les flux, on a lancé il y a un mois un flux pour Clip intermodal entre la Pologne et Barcelone. C'est typiquement ce qu'on veut reproduire. Vraiment à plus grande échelle, parce qu'il démarre avec Captrain Pologne, il continue avec Captrain Allemagne, puis Captrain France, puis Captrain Espagne. C'est vraiment ça qu'on veut maintenant multiplier. Quand on regarde nos coûts, parce que la question posée, c'est les coûts. Quand on regarde nos coûts, globalement, alors il y a des variantes, mais enfin ce qu'on peut se dire, c'est qu'un opérateur de traction ferroviaire, allez, c'est un bon tiers, un 35% minimum de masse salariale. C'est à peu près 25%, alors il y a des variantes, mais 25% de matériel en location. Je vais parler de location, puisqu'en fait, Captrain, pour l'ensemble, est en quasi-totalité loueur de matériel et non pas propriétaire de matériel. Donc 25% de coûts de matériel maintenu. On est en gros à 15% d'énergie, on est à 10% sur les sillons, et puis le reste, en gros, c'est les achats divers, de sous-traitance, de structures, etc. Ça veut dire que quand on reprend tous les thèmes un par un, finalement,
honnêtement, la partie staff et coût de main-d'œuvre, c'est pas évident de travailler là-dessus. Alors, évidemment, on a l'expertise de montage de roulement, de commande de personnel, de manière à optimiser tout ça. La réalité, c'est que tendanciellement, on est quand même sur des métiers où il y a finalement presque plus de besoins qu'il n'y a d'offres. On a des pays, allez en Allemagne, allez en France, évidemment. Je cite principalement ces deux-là. C'est vrai en Suisse aussi, où on a une filiale à 45%. C'est des pays où aujourd'hui, très clairement, on a plutôt besoin de conducteurs. Il y a très très peu de chômage chez les conducteurs. Donc la grande tendance sur les coûts salariaux et les 35% que ça représente dans notre offre, c'est que ça, c'est plutôt appelé à continuer d'être très solide, voire à augmenter encore dans la part de ces coûts. Donc là-dessus, pas évident d'être et de faire des économies extrêmement significatives sur cette partie-là. Je vais revenir sur le matériel. L'énergie, c'est un sujet qui a été traité de manière vraiment de manière très précise il y a 2 ans avec la crise de l'énergie, aussi bien en électrique qu'en diesel. On a vu, on a tous en tête l'explosion des prix de l'énergie consécutive à la guerre en Ukraine. Et en fait, dans la relation avec nos clients, ça a été vraiment un moment important parce que les clients, nous évidemment, on est arrivé avec un certain nombre de demandes, on s'est appuyé sur notre contrat, voire même sur des clauses qui s'imposaient à nous pour leur dire, écoutez, on peut pas continuer avec une électricité dont le prix a été multiplié par X avec un diesel, parce qu'au début le diesel aussi était en très forte hausse, donc il faut qu'on revoie le contrat. La sortie là-dessus, bien souvent, ça a été une revue des contrats, pas tout le temps, mais bien souvent, pour faire en fait une espèce de pied de facture sur l'énergie, un peu comme ça peut exister dans le transport routier en France. C'est-à-dire que finalement, le client, il paye le service et puis ça, c'est un prix qui est négocié, convenu, etc. Puis après, il paye à l'euro le coût réel de l'énergie. Et on a pas mal transformé de contrats dans nos métiers de cette manière-là, ce qui fait que là aussi, c'est plutôt un domaine du contrat sur lequel finalement il y a relativement peu de choses à gratter en termes de coûts unitaires. Je ne parle pas du volume, parce que ça peut être un élément qui nous permet d'économiser. Mais sur le coût unitaire de l'énergie, en fait, le client il va payer effectivement le coût unitaire. Là où il faut qu'on travaille, c'est sur la consommation. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait... et c'est encore relativement récent dans notre métier, et Dieu sait qu'on a du retard par rapport à la route là-dessus, c'est faire en sorte qu'on ait des conduites économes, qui soient, ça me rappelle des choses qu'on a faites avec Luc il y a très longtemps chez VFLI sur des classes 66 pour des petits concours où on incitait nos gars à vraiment économiser la consommation de diesel. Ça marchait très très bien à l'époque, mais alors il n'y avait pas de compteur, c'était vraiment du super artisanal. Ça aujourd'hui c'est un peu progressé, mais je pense qu'on est encore derrière la route et il faut vraiment qu'on travaille, et ça c'est notre périmètre, donc ça il n'y a pas à lézarder. Les péages, pas facile de travailler là-dessus. Les 15% qui restent sur tout ce qui est structure, achat, sous-traitance, évidemment, ça fait partie du boulot de tous les jours que de chercher à réduire. Donc ça veut dire qu'on en arrive au matériel. Voilà, 25%. Et ça, effectivement, le matériel, c'est absolument fondamental. Il faut vraiment qu'on soit en capacité d'être plus efficace là-dessus. Alors à tout point de vue d'ailleurs, c'est vrai au niveau économique, mais c'est vrai aussi au niveau fiabilité, dont on sait que c'est absolument déterminant. Il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit à l'instant sur le sujet de la multiplication des normes. Un exemple, ce qu'on se disait l'autre jour, la radio Soltrain, ça a duré 50 ans, le GSMR, ça dure 20 ans. J'espère que le FRMCS, ça va durer plus que 10 ans, parce qu'on est un peu dans une accélération au-delà du foisonnement des normes. En plus, on est sur une accélération de la durée de vie de ces normes, et on est sur le RTMS, c'est le TCS plus le FRMCS, et puis, les rétrofits, ils ne se font pas au même moment. Voilà, donc on va commencer à envoyer les rétrofits pour la baseline 3 pour nos locomotives, et puis 4-5 ans après, il faudra qu'on renvoie à nouveau en rétrofit nos locaux pour FRMCS. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont absolument redoutables. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que la profession, on passe quand même, on ne va pas se raconter d'histoire, notre industrie, elle a été
conçus, façonnés par des entreprises historiques en monopole, habituées à avoir un lien extrêmement fort avec leurs instances nationales, leur gouvernement, leurs services nationaux. Et en fait, on voit bien que toutes ces normes technologiques qui s'imposent à nous, c'est plus à Paris, c'est plus à Mayence, à Berne, à Berlin ou je ne sais où que ça se décide, c'est quand même beaucoup plus dorénavant au niveau européen. Donc ça veut vraiment dire qu'à mon avis, il faut qu'on change un peu notre capacité collectivement, l'industrie, certes à continuer de lobbyer au niveau de nos gouvernants, mais aussi bien se dire qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de Bruxelles aujourd'hui. Et je pense qu'on est extraordinairement présent en France. Honnêtement, DB Cargo est extraordinairement présent en Allemagne, l'INEAS en Belgique, voilà, ça on connaît. Mais collectivement, l'industrie, quand il s'agit d'aller faire du lobbying à Bruxelles, je pense qu'on peut encore améliorer les choses et on peut encore... et c'est du lobbying dans le bon sens du terme, hein, c'est vraiment pour expliquer, pour démontrer finalement quelles mesures doivent être prises pour faire des économies et rendre un système efficace. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois des locomotives, voilà, on parle de locomotives hybrides. J'ai un constructeur en tête, on en a une chez Captrain France. Cette locomotive aujourd'hui, elle coûte 7 millions d'euros. Mais on est incapable de passer le coût d'une telle locomotive à un client. Parce que on peut dire qu'elle est conforme, qu'elle est verte, qu'elle est ceci, mais aucun client va acheter le service qui va avec. Et on n'a pas envie de perdre de l'argent en plus. Donc évidemment, c'est plus non plus les opérateurs qui vont prendre l'écart entre ce que le client est prêt à payer et puis le coût du service produit. Donc c'est quand même effectivement un sujet qui mérite d'être travaillé en profondeur. Je pense que ce qu'on s'est dit aussi sur les loueurs, c'est important. Nous, on a vraiment besoin. Alors je vais parler de Captrain, on est très divers, c'est-à-dire qu'on a un Captrain Deutschland très solide qui a un atelier de maintenance qui est extraordinairement compétent. Et puis, je vais en Belgique ou au Portugal, évidemment des plus petits marchés. On n'a pas du tout d'activité de maintenance. Donc ça veut dire que moi, quand je discute avec des loueurs de matériel, j'ai aussi besoin de gens qui savent s'adapter. Dans certains cas, moi j'ai plutôt envie d'une offre de rail parce que la maintenance, je sais très bien m'en occuper. Donc ne venez pas me dire que la maintenance est imposée parce que du coup je ne vais pas pouvoir travailler avec vous. Alors que dans un autre pays, ça sera un vrai atout, un vrai avantage. Sur le mode de financement, il y a des situations où effectivement j'aurais plutôt... Nous on est très loueurs. On veut plus acheter dans le futur parce qu'on ne peut pas avoir 90% de parc en location et même pas 10% en propriété. Il faut qu'on trouve un équilibre. Et comment on règle ce couple possession et location ? À l'échelle de RLE tout entier, on est à 50-50, donc c'est probablement un bon équilibre, pas mal. Sauf qu'en fait, il y a Exafret d'un côté qui, lui, a 90 propriétaires et 10 loueurs, locataires, et nous, c'est exactement l'inverse. Bon, donc l'idée, voilà, je ne sais pas, il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Est-ce que c'est... Nous, on aurait tendance à viser un 50-50, c'est-à-dire d'avoir une propriété pour des matériels socles dont on sait que les trafics correspondants sont à peu près garantis, ou honnêtement, ce serait idiot de prendre et de payer le surcoût d'une location, là où on a besoin de construire de la variabilité sur certaines offres moins stables. Quand on fait du combiné avec un client qui est engagé sur plusieurs années et depuis des lustres sur une relation donnée et pour des lustres sur cette même relation, on peut probablement prendre une locomotive en propriété et ne pas s'embêter à la louer. Mais quand on est plutôt sur des nouveaux marchés, effectivement, là, il peut y avoir un intérêt à réfléchir à la location. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a besoin aussi d'offres qui correspondent à nos besoins et qui savent s'adapter finalement au fait qu'on a des besoins qui sont variables. Super, merci beaucoup Nicolas. Et on va terminer, avant de prendre vos questions, ce tour de table avec Solène Garcin-Berson. À nouveau, je te demande de parachever, puisque tu as une vision complète au nom de l'AFRA, de parachever un peu cette prise de parole et d'avoir des remarques qui vont permettre de conclure cette première salve d'échange. Donc,
beaucoup de choses ont déjà été dites. Ça a été assez riche et de tout point de vue, constructeur, loueur, mainteneur, opérateur. Et je rejoins beaucoup de choses là-dessus. Alors peut-être pour une petite touche positive pour la fin. Donc le doublement, le développement de la part modale du fret ferroviaire qu'on poursuit, c'est une bonne nouvelle pour la planète, évidemment, etc. C'est aussi une bonne nouvelle, finalement, pour nous tous dans cette perspective. Mais pour réussir, il va évidemment falloir que les chargeurs recourent bien nos ferroviaires. Et donc, en dépit de tous les atouts, j'ai entendu, ça a été rappelé, écologique, sobriété énergétique, décarbonation, etc., le fret ferroviaire doit quand même rester raisonnablement compétitif. Il y a un écart de peut-être 20% à peu près entre le rail et la route. Et effectivement, comme le rappelait Nicolas, la part du matériel, maintenance, 25%, peut-être un peu plus même, peut-être certaines. Enfin, voilà, moi j'avais un chiffre un peu plus élevé. Évidemment, si 20% d'écart de compétitivité aujourd'hui, on peut pas répercuter aux clients, donc il faut bien trouver des solutions. Donc on a un véritable enjeu collectif, et au sein de l'AFRA, où justement on rassemble constructeurs, loueurs, mainteneurs, opérateurs, on a réfléchi à la question, on y a travaillé, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à trouver des pistes afin de limiter tout un tas de surcoûts. Alors il y en a qui sont plus ou moins faciles à réduire, à limiter, mais de ce travail collectif, on a trouvé des pistes. Alors dans la recherche de ces surcoûts qu'on estime, qu'on a considéré comme étant évitables, on en a trouvé à tous les niveaux, à toutes les étapes, et qui touchent tous les acteurs de la chaîne. Conception, alors on a beaucoup, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui est effectivement sur spécification, peut-être la documentation complexe qui nécessite notamment des ressources d'ingénierie, ça fait un peu le lien avec la table ronde de ce matin, mais des coûts d'ingénierie élevés. Homologation, on voit que se concentre énormément de surcoûts sur cette partie. Ça continue avec les sujets de vérification de compatibilité à la ligne, où on pourrait imaginer quelques mutualisations, éventuellement par le gestionnaire d'infrastructure. Les sujets de maintenance avec des aspects aussi qui peuvent paraître finalement assez simples. Et effectivement, le sujet des délais, qu'il faut effectivement lier à tous ces surcoûts. Les sujets de délai, ça a déjà été abordé, c'est important. Et puis ensuite, évidemment, dans le choix du matériel, que ce soit à l'acquisition par des loueurs ou directement par des opérateurs, avec des nécessités de dérisquer certains investissements, des choix qui sont faits et qui pourraient être différents aussi, en fonction de différents paramètres. Les deux principales sources de surcoûts qui ont pu être identifiées dans le cadre de ces travaux de l'AFRA, ils sont traits à la réglementation d'une part et au réseau d'autre part, pour les principaux. Les sujets de réglementation, évidemment, une réglementation indispensable, les enjeux de sécurité, c'est une évidence. Il faut simplement que cette réglementation, elle soit juste, une juste réglementation. Ça suffit pour assurer la sécurité, et ça assure même mieux la sécurité. Et là, je pense à toutes les questions finalement de responsabilité. La clarté dans les responsabilités, c'est aussi renforcer la sécurité. La question de la multiplication des normes, des surréglementations, des empilements. Encore une fois, là, je fais un lien avec la responsabilité et le risque, et finalement, ce besoin de clarté. Je développe pas davantage. Les surcoûts d'ingénierie, notamment avec des choses complexes qui ne sont pas forcément nécessaires ou qui sont rendues complexes.
Et voilà, dans ce qui est régulièrement remonté, il y a beaucoup de procédures avec des doubles checks qui sont finalement pas forcément évidentes. Donc besoin de simplification, mais je pense qu'il est largement partagé. Le côté évolutif, justement, qui peut être déconnecté des temps industriels. Donc là, le niveau européen avec des STI qui évolue régulièrement, l'échelon national qui s'y ajoute. Mais bon, ça a été pas mal développé. Je reviens pas forcément plus longuement sur ce point. Et voilà, bon, le lien avec ça fait la transition avec les autres contraintes sur le réseau, parce qu'évidemment, si le réseau suit pas, on a beau avoir des développements, comment est-ce qu'on les utilise, à quoi ils servent, etc. Voilà, donc ça nécessite vraiment une visibilité pour tout le secteur, un échange, un partage, d'associer tout le monde pour avoir cette vision, que chacun soit au même rythme, se comprenne, agisse de façon cohérente sur tous ces sujets. Et pour la partie des contraintes qui sont liées au réseau, là, il y en a qui sont liées évidemment aux caractéristiques propres du réseau français, avec un réseau hétérogène, ça complique certaines spécificités françaises qui finalement sont fondées par l'habitude, l'héritage du passé, et puis plus personne ne sait forcément vraiment pourquoi. C'est pas systématiquement le cas, mais ça peut arriver. Et évidemment, un état du réseau dégradé. Et là, je me souviens d'échanges sur les opérations, les essais, les tests de chantage notamment, voilà, qui font perdre du temps, de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques du réseau. Mais il y a également des sujets, et là c'est intéressant parce qu'on peut certainement agir aussi sur des inefficacités organisationnelles. Et là je pense évidemment aux tests, à différents essais. Il y en a un qui est un peu lié à la réglementation, c'est effectivement quand il y a différents tests qui sont opérés. Alors il y en a de temps en temps, c'est nécessaire de refaire le test sur le réseau. Apparemment, certains finalement font doublon inutilement avec ceux qui sont faits dans les centres sur anneaux et sans justification. Là, il y a peut-être quelque chose à faire pour limiter, pour simplifier l'éparpillement géographique des tests quand on doit traverser la France ou l'Europe, et avec toujours l'exemple de finalement c'est pas probant, on doit y retourner, on recommence. Et comment en cours de route on gère sa maintenance, etc. Et donc, c'est tous ces sujets qui sont de véritables surcoûts, des délais très pénalisants et pas véritablement indispensables et surtout évitables quand on voit ce que font certains voisins, ce que disait Olivier tout à l'heure aussi avec l'exemple belge où c'est rationalisé. Voilà, tout ce type d'inefficacité et voilà. On a des pistes pour déjà commencer à réduire, prendre le sujet et limiter ses coûts et de façon véritablement dans l'intérêt de tous, de limiter les prix, d'attirer les chargeurs et de continuer de se développer et finalement ce cercle vertueux qui nous intéresse tous Merci. On voit à l'œuvre le lobbying de l'AFRA en France. Est-ce que l'AFRA a des homologues dans les différents pays européens ? Comment vous êtes organisé pour porter à Bruxelles ou ailleurs la bonne parole de simplification ? Oui, alors la bonne parole de simplification, on a déjà beaucoup à faire finalement au niveau français. L'AFRA, on travaille beaucoup en France, alors évidemment en partenariat avec d'autres, mais je pense que compte tenu de tout ce qu'il y a déjà à faire en France, même si c'est indispensable de le faire, et on le fait par le biais d'autres organisations justement européennes davantage développées justement avec tous ces mais on se nourrit déjà beaucoup justement de nous des expériences européennes de l'ensemble de nos membres. Merci. On passe aux questions. Toujours pareil sur ce qu'on peut faire quand on est une entreprise ferroviaire, c'est la simplification réglementaire. Quelquefois, il n'y en a même pas besoin. Il faut aussi qu'on arrive à utiliser les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui maintenant pour se libérer de certaines contraintes. Par exemple, quand on a besoin d'être conducteur, le deuxième homme dans la cabine, on peut utiliser maintenant des dispositifs sécuritaires qui permettent de ne pas avoir à faire appel à un deuxième homme.
Et puis le dernier point là, qui est moins pour les entreprises ferroviaires, c'est par rapport au coût des rétrofits. Donc ça tombe bien, il y a Alstom qui est là aujourd'hui, mais c'est la stupéfaction, vraiment la stupéfaction qu'on peut avoir quand on n'est pas des hommes de l'art, hein, je ne suis pas un homme de l'art du matériel, sur le coût des rétrofits. Et le sentiment que ça donne quand on est entreprise ferroviaire, c'est pourquoi c'est si cher ? Deuxièmement, est-ce qu'on ne paye pas plusieurs fois les coûts fixes ? Hein, et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'on ne subit pas une position monopolistique de certains constructeurs, de KVB, de RTMS ou autres, et là-dessus, ça tue le système, ça tue vraiment le système. Donc j'en appelle peut-être, et c'est déjà des choses qui ont été abordées avec la Commission européenne, pour qu'on puisse avoir une certaine régulation sur ces prix. Et puis il m'en vient un dernier, et ça sera pour les bailleurs. Quand on est entreprise ferroviaire, il faut aussi qu'on travaille à l'éco-conduite de nos conducteurs. Mais pour pouvoir faire de l'éco-conduite nouvelle génération, avec la possibilité de mesurer les consommations, s'il vous plaît, messieurs les bailleurs, finalisez l'équipement des locomotives avec des compteurs d'énergie, s'il vous plaît. Merci. Alors, les rétrofits ou d'abord la conduite ? Alors les compteurs, tout de suite les compteurs, puis après peut-être sur rétrofit. Je pense qu'on a tous besoin de bonnes nouvelles ici, donc je vais en profiter. Effectivement, on a installé sur les 27 000 et 37 000, donc les locomotives Prima, des compteurs énergie nouvelle génération, je pense en 2021 ou 2022, à peu près par là. On a rencontré un problème de dysfonctionnement sur les compteurs, sur la version des compteurs pour les 37 000. Pour les 27 000, ça fonctionne très bien. Sur les 37 000, on a de vrais problèmes. On a donc demandé effectivement à notre installateur de se mettre en contact avec l'équipementier pour effectivement faire une montée de version sur ces compteurs d'énergie. Et je suis heureux de dire que ça y est, la Noria a commencé et que tous les compteurs 37 000 seront rétrofités au premier semestre. Voilà une réponse très précise. Un mot, Frédéric ? Alors moi, je ne peux pas parler des Prima, mais je peux parler des Trax, qui sont équipés donc, à la pointe de la technologie, qui ont des compteurs électriques, enfin, pour l'électricité, ça c'est prévu, et qui permettent aussi, alors ça va dans le sens d'économie ou d'optimisation, d'être puissantes, donc de pouvoir tirer aussi des trains plus lourds, c'est important dans le domaine du fret, et aussi d'être plus économe en électricité. Donc ça c'est Alstom qui dit, c'est à peu près 1 000 € par mois d'économie. Et je crois que ça a été dit aussi au niveau de la maintenance. Vu que les pas de maintenance sont un peu plus espacés, ça permet d'avoir une meilleure aussi disponibilité de l'engin et ça permet de mieux organiser son plan de transport. Alors, le rétrofit est-il trop cher ou pourquoi est-il trop cher ? Thierry. Ce n'est pas un sujet facile, mais je vais Vous avez une heure peut-être pour essayer d'apporter. Je pense que j'ai pas beaucoup de temps. Quelques secondes. Le rétrofit, c'est un sujet qui est compliqué et je pense que c'est pas non plus la culture. Donc je pense qu'on s'améliore peut-être un peu plus tous les jours sur le sujet. Là où effectivement il y aura un gros travail à faire, ça va être au niveau de la réglementation, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on touche à quelque chose, il y a des effets de bord. Et quand on touche à un logiciel, on n'est pas capable de garantir, quand on recompile une version de logiciel, qu'on va pas modifier simplement en changeant la valeur d'une temporisation, qu'on va pas modifier une ligne de code dans le pilotage des moteurs. Et donc une vraie difficulté pour arriver à finalement cloisonner les fonctions, parce qu'au final, il y a un seul logiciel, et dès qu'on touche à quelque chose, il y a des impacts, il y a un effet domino dès qu'on touche à quelque chose dans la locomotive. Donc je vous dirais que ces locomotives, elles n'ont pas forcément été conçues au départ pour pouvoir être rétrofitées. Voilà, mais la culture de rétrofit n'est pas encore là, et la manière de pouvoir homologuer ces rétrofits, ça doit impérativement évoluer, parce que demain, effectivement, on va pas forcément, quand on va décarboner, remplacer tout le parc des locomotives existantes, et donc le rétrofit va considérablement se développer. Et si on ne change pas les critères de réhomologation, notamment quand on va faire du retractioning, on va arriver complètement dans une impasse. Donc, on a un travail à faire du côté des constructeurs, parce que on développe en faisant un cycle en V, et même si on veut changer uniquement une valeur de temporisation, on redéroule tout le cycle en V, donc on n'est pas forcément ultra agile dans la manière, en tout cas pour l'ingénierie sur les frais fixes,
de pouvoir optimiser cette manière de rétrofiter, le fait de pouvoir la faire un peu plus en mode garage. En même temps, les démonstrations de sécurité qu'on nous demande nous imposent de redérouler ce cycle en V. Donc on est un peu quand même un petit peu avec les mains attachées dans le dos par rapport à ce qui va à ce qui va être demandé en termes de réhomologation. Donc c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Mais je vous rejoins, on est toujours en interne extrêmement surpris quand on fait l'addition, on se dit mais non, ça ne passera jamais. Donc voilà. Merci, et on en revient donc au sujet de la simplification. Une dernière pour la route ou pour l'escalier ? Laurent Charlier de l'excellente lettre ferroviaire. Merci. Alors j'ai une question. Je ne sais pas si j'aurai de réponse aujourd'hui, mais tout à l'heure on parlait de la Maurienne qui allait rouvrir. Il y a quand même la moitié, c'est une ligne difficile, il y a quand même la moitié de la France qui est en 1500 volts continu, pour ceux qui connaissent la technique. Et je trouve que les nouvelles locomotives électriques, Trax MS3 ou Vectron, sont pas forcément conçues, j'allais dire, nativement pour le 1500 volts continu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les dernières locomotives qui ont été conçues vraiment, pour ne pas le citer par Alstom, arrivent en fin de vie ? Et donc demain, comment on peut avoir des performances similaires avec les machines les plus récentes, Trax ou Vectron par exemple ? Merci Laurent. Qui veut répondre à l'adaptation des 1500 ? Alors, j'aurais peut-être pas toutes les réponses sur le côté technique. Sur le côté, est-ce que ça a été conçu pour du 1500 volts ? Ça a été conçu pour être courrier tension, pour être 1500, 3000, 15000 et 25000. Ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas de panneau de secours, notamment quand on peut avoir sur les primas. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas avoir 10 panneaux sur le toit. On a effectivement une prima qui aujourd'hui est très robuste avec des panneaux de secours, ce que n'aura pas la Trax MS3. Pour autant, les Trax, il y en a plusieurs milliers qui roulent en Europe, c'est du matériel fiable, c'est du matériel reconnu, et on n'est pas inquiet du tout sur le fait que c'est des matériels qui rouleront efficacement en France. On en opère en Italie depuis longtemps, hein. Des Trax DC2, Trax DC3, on en opère en Pologne, donc en courant continu, bien sûr. On opère également aux Pays-Bas, donc on est en 1500 volts aux Pays-Bas. On n'a jamais eu d'alerte particulière sur ce sujet. Voilà. Oui, la question est de la déclivité. Est-ce que c'est... On a des hauts et des bas en France. Tout à fait, on a des hauts et des bas. Voilà. Juste pour finir, parce que je ne peux pas laisser passer ça, sur le côté fin de vie de la génération précédente, donc des locomotives Prima, on a actuellement un programme de révision MIVI qui va jusqu'en 2020. Ah, j'ai eu peur. Ok. Parce que sur les Prima, on est jusqu'en 2040. Hein, donc, c'est absolument. On parle des anciennes générations. Oui. Il y a une dernière. Je crois que monsieur a levé la main. Non ? Patrice Bilstein, Hakim. Oui, effectivement, on change quand même de philosophie entre des locomotives 27 000, 37 000, surtout 27 000 évidemment, qui sont monopays, donc qui sont optimisés pour les réseaux, les puissances en France, et une locomotive génération MS3 qui doit répondre aux normes et aux problématiques. Alors, que ce soit les panneaux, malheureusement, on peut passer que 4 panneaux sur une locomotive, et des tensions. Donc, il faut effectivement répondre aux deux aspects de manière la plus optimale possible. C'est effectivement, si on compare en particulier la génération de locomotives que je vais appeler plutôt franco-française, donc la génération Prima et les nouvelles locomotives, elles ont des avantages, des inconvénients. Ne mésestimons pas les avantages des locomotives anciennes qui, comme disait Arnaud, ont été révisées pour se repasser en maintenance mi-vie pour prolonger leur durée de vie, qui vont avoir je pense encore un intérêt et une utilisation importante en France. Et à côté de ça, on va avoir, nous et d'autres, les locomotives MS3 qui vont pouvoir répondre à des demandes de corridors beaucoup plus longs, des corridors Pologne-Espagne comme le fait Captrain et l'a illustré tout à l'heure. C'est effectivement ces deux compléments. Il n'y a pas de concurrence directe, il y a un complément d'utilisation. Merci pour cette dernière intervention, à moins que quelqu'un ait un regret. Alors Frédéric, le mot de la fin
avant de vous laisser... Non, mais pour revenir sur le sujet de la Maurienne, c'est quand même un axe majeur de transport qui est arrêté depuis plus d'un an maintenant. Un an et demi, oui. Et grâce au MS3, qui vont pouvoir faire Italie-France, on va pouvoir quand même, ça va être un atout majeur pour les opérateurs qui vont avoir ce modèle-là, de pouvoir faire de la France-Italie sans changer de locomotive à Modane. Voilà. Passer directement et faire une organisation beaucoup plus optimisée de ce transport quand on sait le volume qui passe entre les deux pays. Avant le prochain éboulement, mais bon, ça va pas porter malheur. Je suis pas superstitieux, mais voilà. Au train ouvre les choses, comme dit l'autre. Voilà, c'est un atelier participatif. Je vais vous laisser rejoindre. Merci à vous tous pour la clarté de vos expressions. Je vais vous laisser rejoindre la salle du bas avec le discours du président, Philippe François. Dans quelques instants, vous avez juste le temps de descendre. Faites attention, c'est pentu, mais vous devriez pouvoir tenir la rampe. Merci.